Bonsoir à tous, merci de nous suivre ce samedi 12 août. Mondiaux d'athlétisme 2017, Marie-Josée Talou, sacrée vice-championne des 100 et 200 mètres. Le ministre des Sports s'est rendu à Londres pour transmettre les félicitations de la nation à tous les athlètes ivoiriens. Ils sont ivoiriens. 12 étudiants de l'Université des Lagunes d'Abidjan ont réussi leur admission dans la prestigieuse ICN Business School de Nancy en France. Le vice-président ivoirien leur a remis leur certificat d'admission. La question de l'immigration au cœur de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse 2017. L'implication des jeunes est essentielle pour freiner l'immigration clandestine à la base de milliers de décès chaque année. Et puis au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta a déclaré vainqueur des urnes avec 54,27% des suffrages exprimés contre 44,74% pour le chef de l'opposition Raila Odinga qui conteste la validité du scrutin. Bienvenue dans le 20h de RTI 1. Dans la page culture ce soir, nous nous intéresserons à la compagnie Ivoire Marionnette. Elle a remporté plusieurs médailles internationales. La dernière en date, la médaille d'or au 8e jeu de la francophonie d'Abidjan. Comment devient-on marionnettiste professionnel? L'art de la marionnette, de la fabrication au spectacle les plus complexes. Nous allons parler avec le fondateur de la compagnie Ivoire Marionnette. Bonsoir Badrissa Soro. Bonsoir madame. Nous allons vous retrouver dans une trentaine de minutes. Merci. Direction Londres pour les mondiaux d'athlétisme. La Côte d'Ivoire remporte 2 médailles d'argent. Marie-Josée Talou a été sacrée vice-championne des 100 et 200 mètres. Le ministre des Sports s'est rendu sur place pour transmettre les félicitations de la nation aux athlètes qui ont représenté la Côte d'Ivoire à cette compétition internationale. Cathy Touré. 4 athlètes, Meïté Ben Youssef, Muriel Aouré, Kofi Wilfried, Marie-Josée Talou. 5 demi-finales, 3 finales. La Côte d'Ivoire était bien présente aux 16e mondiaux d'athlétisme. Même si l'hymne national n'a pas retenti à Londres, le drapeau, lui, a bien flotté par 2 fois sur la 2e marche du podium. 2 médailles d'argent pour Talou Marie-Josée aux 100 et 200 mètres. Fier de ses performances, le ministre François-Albert Amichia a tenu à rendre visite aux athlètes. En l'absence de Ben Youssef et Muriel déjà en route pour d'autres challenges, Wilfried, Talou et le coach Anthony ont reçu les félicitations du gouvernement ivoirien. Nous sommes heureux comme tout le peuple ivoirien l'est après cette magnifique course. Pour nous, l'objectif c'était de monter sur le podium. Mais non seulement elle est montée sur le podium, mais elle nous remporte la médaille d'argent. Nous ne pouvons qu'en être satisfaits. Je voudrais lui transmettre les félicitations du gouvernement ivoirien, de monsieur le chef de l'État et de toute la population ivoirienne pour cet espoir qu'elle a fait vivre au peuple et puis surtout pour cette joie qu'elle a donnée en remportant 2 médailles d'argent. Je suis déjà contente qu'il ait fait le déplacement depuis Abidjan pour venir nous soutenir ici. C'est un plaisir pour nous et c'est vraiment une grande joie pour moi de ramener ces 2 médailles au pays, vu qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Et moi, je remercie vraiment le peuple ivoirien et tous ceux qui m'ont soutenu. Je remercie vraiment le président de la République et le premier ministre déjà qui m'avait déjà appelé après ma finale du 100 mètres. Et je pense qu'on peut le faire. Et déjà, Muriel a ouvert les portes il y a 2 ans de cela. Et voilà, aujourd'hui, je suis son chemin. La Côte d'Ivoire était bien à Londres. Le président Alassane Ouattara a adressé ses félicitations à Marie-Josée Talou pour ses performances et médailles obtenues lors de ces mondiaux de Londres. 12 étudiants de l'Université des Lagunes d'Abidjan, admis dans la prestigieuse ICN Business School de Nancy en France. Ils ont reçu leur certificat d'admission des mains du vice-président ivoirien Daniel Krablon-Duncan. Le reportage est signé Viviane Aïma. Sympathique cérémonie académique auréolée par la présence du vice-président de la République Daniel Krablon-Duncan. Une présence ressentie par l'administration, les partenaires et les étudiants de l'Université des Lagunes d'Abidjan comme une reconnaissance et un encouragement pour le modèle de formation dispensé au sein
de sa faculté de gestion. En effet, cet établissement d'enseignement supérieur bénéficie du soutien financier et de l'encadrement de 4 grandes entreprises de la place. Leur porte-parole a exposé au vice-président leur motivation. Lorsqu'en 2013, le professeur Roux de l'Université Dauphine à Paris m'avait expliqué le projet qu'il avait mis en place au Gabon, je m'étais étonné qu'il n'ait pas d'abord pensé à la Côte d'Ivoire. Et je me suis promis qu'on trouverait le moyen de le réaliser chez nous à Abidjan. Pour cela, il nous fallait d'abord une structure d'accueil académique. Et c'est ainsi que j'ai rencontré François Comoin et sa structure de l'Université des Lagunes, avec lequel nous sommes tombés en total accord sur les objectifs d'un tel projet. Il fallait ensuite trouver des financements avec des entreprises privées qui non seulement allaient apporter le soutien financier, mais également adhérer pleinement au projet. Cette faculté de gestion de l'Université des Lagunes enregistre déjà un score appréciable. 12 étudiants de cette faculté en fin de formation viennent d'être admis au test d'entrée dans la prestigieuse ICN Business School de Nancy en France pour poursuivre des études de master en gestion. Ils ont reçu leur certificat d'admission des mains du vice-président et ses vives félicitations. C'est donc avec une grande fierté que le président de cette université a signifié que son établissement s'inscrit dans la ligne des objectifs prônés par le gouvernement en matière d'éducation et de formation. Ce qui nous réunit cet après-midi, c'est la remise de certificats d'admission aux étudiants de la licence 3 qui ont été reçus à Nancy. Nancy, vous y étiez, monsieur le vice-président. Vous êtes diplômé de cette business school de renommée. Et le partenariat que nous avons établi avec cette business school permettra à nos étudiants de suivre vos traces, d'aller aussi au contact des enseignants et des enseignements dans cette business school prestigieuse et de pouvoir aussi un jour exercer des hautes fonctions dans ce pays. Issu lui-même de la prestigieuse Business School de Nancy, en France, le vice-président a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux nouveaux entrants dans cette grande école. J'ai fait effectivement Bordeaux, j'ai fait ensuite Nancy et je termine par Paris. Dans ces 3 villes où j'ai gardé le plus de relations, alors que parfois c'est beaucoup plus difficile, c'est dans la ville de Nancy, qui est une ville assez froide au niveau du climat. Et au départ, quand on arrive, on se dit, mais écoutez, où est-ce que je suis allé? Rapidement, une fois que les contacts sont faits, ce sont les gens dont l'amitié reste pour longtemps. Je conserve jusqu'à présent des relations donc, avec nos anciens condisciples sur le terrain. Et je pense que vous allez avoir des amis qui vont vous aider plus tard dans votre carrière. Les étudiants de la faculté de gestion de l'Université des Lagunes ont choisi d'immortaliser cette cérémonie en offrant un tableau au vice-président de la République. La Grande Chancellerie de l'Ordre national a décoré 56 personnes dans l'esprit de célébrer la qualité au travail. Et ce, dans la continuité de la cérémonie de décoration qui a eu lieu lors de la célébration de l'indépendance le 7 août dernier. Ahmed Traoré et Herman Guivé. Le moment est solennel. C'est la célébration du mérite dans toute sa diversité. 56 personnalités de toute classe sociale sont décorées pour leur action positive et exemplaire par la Grande Chancelière de l'Ordre national. 23 récipiendaires dans ce lot ont été élevés commandeurs dans l'Ordre national du mérite. Les 33 autres au grade d'officier dans l'Ordre national du mérite, dont un à titre posthume. Pour le professeur Yacouba Konaté, porte-parole de la Grande Chancelière, l'appel au mérite reste un appel aux valeurs de la République. Le mérite vrai tourne le dos aux avantages du sang et du rang, aux privilèges du clan et de la race, aux inégalités de caste et de classe, aux corporations et aux partis politiques, pour accueillir et célébrer les qualités propres, le talent, l'énergie de l'homme au travail, sa force de cohésion, son exemplarité au cœur de la cité. Les récipiendaires ont rassuré la Grande Chancelière de leur accompagnement dans la construction de la Côte d'Ivoire en servant de modèle. Madame la Grande Chancelière, merci de nous avoir distingués parmi
les millions d'Ivoiriens consciencieux à la tâche et aussi compétents les uns que les autres, nous nous sentons vraiment honorés. Or donc, la République de Côte d'Ivoire nous connaît et reconnaît nos efforts. C'est une distinction qui veut dire que l'État voit le travail que nous fournissons et l'État reconnaît nos mérites. En plus d'être une fierté, c'est un défi, un engagement à mieux faire. Le président Alassane Ouattara, il m'a vraiment donné cette médaille au nom du pays. Je suis très content parce qu'il y a très longtemps, je travaille pour l'État. Cette manifestation est le prolongement de la cérémonie de décoration de 30 autres personnalités lors de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Journée internationale de la jeunesse, ce samedi 12 août, la Côte d'Ivoire sensibilise les jeunes sur la question de l'immigration. Elle est au cœur de cette journée 2017. Chris Diomondé et Abou Sanogo. Judicaël Ngouran, Nicodème Kwame et Daré Soro sont tous les trois étudiants respectivement en master de sociologie environnementale, en licence de sociologie et en licence de lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Logés au campus 2000, ils doivent se rendre à l'amphithéâtre du district de l'université Félix Houphouët-Boigny, répondre à l'invitation du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, ce pour prendre part à la journée internationale de la jeunesse. Pour l'occasion, l'amphithéâtre a accueilli de nombreux jeunes venus de différents quartiers du district d'Abidjan prendre part à cette rencontre marquée par des panels sur le thème. Les jeunes parlent aux jeunes du phénomène de la migration. Si on me dit que c'est le taux de chômage, qu'on m'explique si le taux de chômage en Côte d'Ivoire est pire qu'au Niger, s'il est pire qu'au Sénégal, qu'il est pire qu'au Mali, pour que la jeunesse ivoirienne vienne avant la jeunesse de ces pays. Comment se fait-il que les Nigériens qui sont au bord de la Libye ne retrouvent pas ces ressortissants en première position de la migration irrégulière? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser à juste titre. Les immigrés, de façon générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent juste participer aux activités et ils font en sorte d'être visibles pour donner l'exemple que leur voyage n'a pas été vain. Autre temps fort, les témoignages de jeunes qui ont tenté l'aventure et qui ont regagné le pays. Moi, pratiquement, j'ai fait 7 jours sur le désert entre le Mali et l'Algérie. C'est très dangereux. J'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis arrivé au Niger, j'ai fait presque 3 mois, j'étais là-bas, ça n'allait pas, ils ont bouffé notre argent. On était là dans les conditions difficiles, même à manger c'était vraiment difficile. Donc j'ai décidé de me retourner, je venais, et je suis arrivé entre le Niger et la Libye. Une nuit comme ça on passait et puis les bandits du désert ont commencé à tirer sur nous. Et la balle a pris le pied là et l'os s'est cassé. Des témoignages qui appellent des réactions. Nous avons été très touchés par leurs témoignages et je pense que nous, jeunes en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'opportunités. Donc il ne serait pas intéressant d'effectuer de tels déplacements, aller à l'aventure. Nous allons nous déployer sur toute l'étendue du territoire national, engager notamment les organisations de jeunesse pour leur dire qu'il faut qu'ils sensibilisent à l'intérieur de leurs associations, mais aussi dans les zones qui sont identifiées comme des foyers d'immigration clandestine, de manière à ce que les jeunes puissent comprendre que les perspectives, c'est ici. Le gouvernement, dans sa politique d'insertion sociale des jeunes, a tenu à les rassurer. J'ai très mal au cœur quand je constate que beaucoup de nos jeunes ont peu confiance en eux. Alors que vous n'avez rien à envier à un jeune en Europe. Le jeune ivoirien est pétri de talent. La journée internationale de la jeunesse célébrée en Côte d'Ivoire est une lucarne pour informer et sensibiliser les jeunes sur le phénomène de l'immigration. Une caravane de sensibilisation du programme national de lutte contre le paludisme sillonne 3 régions sanitaires du pays. Escale cette semaine dans l'Agnébi-Tiassa, notamment à Agboville, la capitale de la région. Il s'agit principalement d'apprendre aux populations les bons gestes pour lutter efficacement contre le paludisme. Delphine Bla. Agboville, capitale de l'Agnébi-Tiassa.
C'est ici que pour la deuxième étape de la caravane de sensibilisation 2017, le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, a déposé ses valises. Il s'agit pour ce programme de sensibiliser les populations contre le paludisme qui fait 35 millions de morts chaque année dans le monde. C'est pour l'utilisation effective de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Il faut dormir en dessous de ces moustiquaires, en bas de ces moustiquaires chaque nuit pour pouvoir éviter les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme. Message de sensibilisation en français et en langue nationale, démonstration de l'usage de la moustiquaire imprégnée, distribution de gadgets. L'ambiance au pied de la grande mosquée d'Arbourville sied bien aux populations, grandes victimes du paludisme. Je suis heureux parce que le PNLP vient nous appuyer dans nos activités quotidiennes et faire montrer à la population que ce que nous disons, c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé. Le PNLP nous a appuyés. Vous avez vu nos responsables religieux, nos responsables de communautés qui ont témoigné, qui ont montré combien de fois il est important de lutter contre le paludisme par la prévention. Cette sensibilisation, je crois qu'on en a besoin. Il faut sensibiliser parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font mal, c'est par l'ignorance, ils ne connaissent pas. S'ils connaissaient vraiment, ils vont changer. En Côte d'Ivoire, le paludisme demeure un problème de santé publique malgré les avancées dues aux efforts du gouvernement et de ses partenaires. La présente campagne concerne 3 régions sanitaires, Sud-Komoué, Lagnébi-Tiassamé, Abidjan 1, Grand Pont, avec pour objectif majeur de réduire la mortalité due au paludisme et accroître le nombre de personnes qui utilisent la moustiquaire imprégnée. Elle a débuté le 3 août dernier et prend fin le 20 août prochain. Balayage et récurage de caniveaux à Divo, la ville s'inscrit dans la dynamique de l'opération Grand Ménage, lancée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. L'objectif est d'inviter les populations à garder leur cadre de vie sain. Delphine Blas. Nettoyer, balayer devant sa porte, sa cour et sa maison, entretenir les ruelles, curer les caniveaux et désherber. C'est le grand ménage à Divo. Sur place, coup de balai contre la saleté et message de sensibilisation. C'est pour notre propre bien. Vous avez dit, la santé là, ça n'a pas de prix. Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai été émerveillé par votre démonstration. Après cette opération, on va rentrer coup par coup pour que là où il n'y a pas de faux sceptiques, là où il n'y a pas de plus perdu, comme on le dit aujourd'hui, qu'on fasse. Pour une bonne santé, les populations ont été invitées à respecter les règles d'hygiène. En phase avec leurs députés, les jeunes ont pris l'engagement de s'impliquer dans les activités de nettoyage et d'assainissement de la ville de Divo. Ils ont reçu du matériel de nettoyage. Signalons que l'opération Grand Ménage est une opération d'envergure nationale lancée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Opération qui a débuté le 23 février par une cérémonie officielle d'engagement national. Au niveau du bilan, on note 55% de taux de participation nationale et 74% pour la ville d'Abidjan. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en visite de travail dans la région de Gagnoa. Sidiki Diakité a eu une rencontre avec les chefs traditionnels et le corps préfectoral des régions du Goli et du Lodibois. Il les a encouragés et exhortés à poursuivre les efforts de cohésion et de paix dans la région. Abou Sanogo. Salle de réunion de la préfecture de la région du Go. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, en visite de travail dans la région de Gagnoa, échange avec les chefs traditionnels des régions du Go et du Lodjibois qui lui ont exprimé leur soutien au chef de l'État Alassane Ouattara. Le chef de l'État a fait de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire une institution de la République, faisant de nous des acteurs incontournables de la vie publique. Nous voudrions que vous lui transmettiez nos sincères remerciements et puis notre dévouement à toute épreuve. Nous l'avons exprimé au chef de l'État lors de son passage ici. Nous lui avons dit qu'il pouvait compter sur nous et que chaque jour qui passe, nous travaillons pour la paix, la cohésion
nous voudrions que vous transmettiez ça au chef de l'État, que les chefs de Gagnoa sont disponibles pour vous accompagner. En retour, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a exprimé aux chefs traditionnels des régions du Go et du Lodjibois les remerciements du président de la République Alassane Ouattara pour toutes les actions menées dans le cadre de la cohésion. Il ne faut jamais baisser les bras dans le rapprochement, n'est-ce pas, les uns des autres. Entre vous-mêmes, chefs, entre vous et vos populations, entre différentes populations. Il faut le faire parce que le président de la République est le premier, il a été le premier à l'exprimer. Il a la conviction que faire la paix, créer les conditions d'unir les gens, créer les conditions de cohésion sociale, c'est aussi une œuvre de Dieu. Nous avons le devoir de protéger notre société, de faire en sorte que la sécurité règne sur notre territoire. Bien avant cette rencontre, Sidiki Diakité a échangé avec le corps préfectoral et les différentes forces de sécurité intérieure de la région. De cette rencontre, le ministre Sidiki Diakité les a encouragés et exhortés à poursuivre les efforts de cohésion et de sécurité en faveur des populations. Boukama, à 70 km de Boaké, dans la sous-préfecture de Marabadiassa, ce village a désormais une école primaire grâce au programme présidentiel initié après la crise post-électorale. Astou Touré. Les élèves de Boakama parcouraient plus de 6 km entre ce village et celui de Badasso pour se rendre à l'école. Que de difficultés à la recherche du savoir. Quitter Boakama, Badasso, vraiment, c'était un très long trajet. Et même il y a certains qui quittaient Boakama, Golmaya. Et ici, Bada nous faisait 4 km. Et ici, Golmaya, 3,5. Donc vraiment, aller-retour, matin, soir, vraiment, c'était vraiment dans des conditions difficiles. Les jeunes de cette localité de la sous-préfecture du Marabadiassa ont longtemps caressé le rêve de voir enfin se réaliser un établissement au sein de ce village. Aujourd'hui, on fait une migration de l'école parce qu'au début, on a commencé par les apatam. 3 ans après, la population même a fait un effort pour construire ce ancien bâtiment qui est là. Donc après ça, maintenant, avec les bonnes volontés, on a eu les 2 bâtiments qui sont arrivés. Un rêve devenu réalité grâce au programme présidentiel d'urgence. Boakama vient d'être doté d'une école primaire de 6 classes, d'un bureau de maître et une maternelle. Heureux et fiers, les populations n'ont pas boudé leur joie. C'est un progrès, et un progrès énorme. C'est la seule école qui a été construite avec ce modèle, avec une classe de maternelle à l'appui. Adama Koulibaly, parrain de la cérémonie, n'a pas manqué de relever l'importance de l'éducation. L'école, c'est l'éducation, l'école, c'est la formation, l'école, c'est le savoir. Et j'ajouterais même que l'école, c'est le pouvoir. Donc l'implantation d'une école dans un village donne donc à ce village beaucoup d'opportunités de développement. C'est la première richesse d'une communauté, c'est d'abord ses ressources humaines. Et les ressources humaines, pour qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles soient formées. Sur 8 écoles de la circonscription de Marabadiassa, 2 demeurent encore en paillote. Occasion pour le sous-préfet de lancer un appel aux bonnes volontés. À nos sociétés, surtout les sociétés qui exercent sur le territoire de la sous-préfecture. Toutes ces structures-là doivent nous aider à équiper nos infrastructures socio-éducatives. Pour la rentrée prochaine, l'école entend ouvrir ses portes. Mais en attendant, il reste confronté à plusieurs difficultés, dont le manque de chaises maîtres, de logements pour les enseignants, d'enseignants qualifiés et d'espaces de jeu pour la nouvelle école maternelle. Les pèlerins ivoiriens sont à Médine pour leur première escale en terre sainte d'Arabie Saoudite. Ces candidats au Hajj se disent satisfaits, notamment des mets qui leur sont proposés par le commissariat du Hajj, des repas offerts gratuitement par l'État de Côte d'Ivoire. Envoyé spécial par Gassoro Koné.
C'est ici, dans le sous-sol de l'hôtel Harmonie de Médine, où est logée une forte délégation des pèlerins ivoiriens, que les repas sont cuisinés. À côté de ces cuisiniers arabes, il y a aussi des cuisinières ivoiriennes, une vingtaine au total. Leur présence servit et proposait aux pèlerins des mets d'origine ivoirienne. Nous avons une équipe mixte composée d'arabes et de nos sœurs ivoiriennes pour faciliter l'assaisonnement parce que les réalités de chez nous sont un peu différentes des réalités d'ici. Au menu, du ragoût, du riz accompagné de la sauce tomate au four et des fruits. De façon disciplinée, chaque pèlerin se fait servir. L'emballage de repas, une innovation cette année. On va instituer donc des sachets. Quand le pèlerin arrive, il a un kit qui récupère rapidement et ça permet de créer la fluidité au niveau du service. Des repas dégustés avec beaucoup d'appétit par ces candidats ivoiriens au Hajj. L'outil est bon, je suis satisfait, sincèrement dit. C'est un plat naturel, 100% ivoirien. C'est très bien fait. C'est bien fait, c'est équilibré. On mange comme chez nous à Abidjan. La discipline et le civisme des pèlerins ivoiriens salués par les responsables de l'hôtel. Je suis très satisfait de la délégation ivoirienne. La collaboration se passe très bien. L'organisation qui est mise en place cette année vraiment nous satisfait énormément. Et nous sommes fiers de la commission restauration de cette année qui vraiment nous a apporté des innovations. Une visite inopinée de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite et du consul général dans les restaurants des différents hôtels, occasion pour les pèlerins de témoigner à travers eux toute leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. C'est l'État qui offre gratuitement la restauration. Et c'est pour ça que nous voulons donc saluer l'action du président, du gouvernement. Nous avons demandé aux uns aux autres aussi de s'abstenir de consommer l'eau de robinet qui sert pour tous les usages mais qui n'est pas comestible. Les repas sont servis aux pèlerins tous les jours après les différentes prières quotidiennes. Au Kenya, après l'annonce de la réélection du président Uhuru Kenyatta hier vendredi, des violences ont éclaté et se déroulent toujours dans certains quartiers favorables à l'opposant Raila Odinga. Sidonie Davila. Uhuru Kenyatta réélu à la tête du Kenya pour un mandat de 5 ans. D'après les résultats proclamés vendredi par la commission électorale kenyane, le président sortant a obtenu 54,27% des voix contre 44,74% pour son rival Odinga. La commission a mis 3 jours pour compiler et authentifier les résultats définitifs. 3 jours durant lesquels l'opposition a évoqué un piratage informatique, une illégalité des bureaux de vote et exigé par la suite que Raila Odinga soit déclaré vainqueur. Dès la proclamation des résultats, des incidents ont éclaté. À Kisumu, un bastion de l'opposition dans l'ouest du pays, de jeunes protestataires ont brûlé des pneus. À Nairobi, dans certains bidonvilles, la police a fait usage de grenades lacrymogènes et effectué des tirs de sommation face à de jeunes manifestants. Une dizaine de personnes sont mortes depuis l'annonce vendredi soir de la réélection du président Uhuru Kenyatta. Le gouvernement rassure et souligne que ces violences restent localisées et que l'essentiel du pays est calme. Uhuru Kenyatta, après son élection, a aussitôt appelé le peuple kényan à l'unité nationale et à la paix pendant la période post-électorale. « Je m'adresse à vous, à tous vos militants », a-t-il dit, dans un discours directement adressé à Raila Odinga. « À tous nos frères, à tous nos dignes concurrents, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des citoyens de la même République. » À 72 ans, Raila Odinga livre certainement sa dernière grande bataille politique, lui qui s'est présenté 4 fois sans succès à la présidentielle. Ici en Côte d'Ivoire, le palais royal du canton Guano dans le Gontougo a été inauguré. Ce palais vient renforcer l'autorité de la chefferie traditionnelle, notamment en vue de contribuer pleinement à la cohésion sociale dans cette partie du pays. Abou Sanogo. En recevant son arrêté de nomination des mains du préfet du département d'Étanda, Taïe Soyao devient le 10e chef du village de Kietan, village du département d'Étanda dans le canton Guano. Population de Kietan, voici votre chef. Le seul légalement reconnu. Nana Yao, vous venez d'être officiellement reconnu par l'administration. À partir de maintenant, vous êtes en mission. Vous devez jouer un rôle d'intermédiaire, un rôle de communication entre les autorités officielles de l'État et les populations. Vous devez veiller au respect des symboles et des institutions de l'État.
dans ce village. Saisissant l'aubaine, le ministre des Ressources animales et halieutiques, cadre de la région, a devant le chef Kosunu, chef du canton Guano, et de plusieurs chefs traditionnels du Gontougo, rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans la région du Gontougo, avant de procéder à l'inauguration du siège du canton Guano, bâti sur une superficie de 4 hectares. C'est un bâtiment scindé en 2 compartiments, composé d'une salle de réunion, d'un tribunal traditionnel et d'une résidence de 16 chambres pour renforcer les pouvoirs du chef de canton. Première édition de la Nuit des vétérans. Parmi ces vétérans, Aïcha Kone, Luxon Pado, Baïs Pinto ont fait bouger le public à venir nombreux les acclamer au Palais de la Culture de Trècheville. Issaïo. De l'émotion, il y en a eu lors de la première édition de la Nuit des vétérans à la salle Anoumambo du Palais de la Culture de Trècheville. Une affiche qui a permis aux mélomanes nostalgiques de la musique ancienne de célébrer le 57e anniversaire de l'indépendance avec leurs idoles. En plus de Baïs Pinto, Aïcha Kone et Luxon Pado ont su parler leur talent en présence du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, parrain de la cérémonie. Cette nuit des vétérans a mobilisé plus d'une dizaine d'artistes qui ont marqué la musique ivoirienne, des talents appréciés par le public. Il était pour moi très important d'être là et nous avons été très heureux et ça nous a permis de comprendre que la cohésion, la réconciliation, la musique a tout servi. Par la grâce de Dieu, pour moi c'est l'une des plus grandes réussites d'un événement qui a sa première édition et le jour de l'indépendance où le lendemain les gens travaillent. Et vu le monde que nous avons eu, le spectacle que nos vétérans ont donné, je ne suis pas sûr qu'il y a certains artistes jeunes qui peuvent donner ce genre de spectacle. L'indépendance n'est pas que politique, ça a constitué une émergence aussi de la culture, de l'économie. Et c'était bon de venir rendre hommage à ceux-là qui ont pris leurs responsabilités dès le départ pour créer ce qu'on appelle la culture ivoirienne. Les organisateurs annoncent la 2e édition pour l'année prochaine. Première édition du festival culturel Kuna Culture du département de Kounaïri. Mise en valeur des danses traditionnelles telles que le goli, le zaouli, le zamblé. Ce festival a aussi été l'occasion de sensibiliser les populations sur les dangers liés à la pratique de l'excision dans le département de Kounaïri. Soro Corona, Kader Sogodogo. Valoriser le riche patrimoine des peuples ouan, Siamouna et Gouro pour le développement du département de Kounaïri. Tel est le principal objectif du festival culturel de Kounaïri, dénommé Kuna Culture. La première édition de ce rendez-vous culturel pour montrer au monde culturel la paternité de la danse goli au peuple ouan a mobilisé la population du département. À travers ce festival, les autorités municipales veulent valoriser et pérenniser le patrimoine culturel de ces peuples. Nous avons cette tribune qui nous permettra de nous exprimer et de dire à tout le monde, le Goli, c'est ici. Nous voulons aussi dire, partout où on danse le Goli, on chante en moi. Ce Goli est authentique. Je voudrais qu'ils viennent et qu'ils apprennent auprès de vous. Au menu de cette première édition du Festival culturel de Kounaïri, prestations de plusieurs danses traditionnelles, concours de la danse au Goli et conférences sur le peuplement du département de Kounaïri. Du Goli au Zaouli en passant par le Dammi et les Zamblé, les peuples ouan, Siamouna et Gouro ont démontré leur engagement à sauvegarder ces danses en voie de disparition. Le festival culturel de Kounaïri se veut le creuset pour répertorier tout le patrimoine immatériel et matériel et un rendez-vous annuel pour l'union des filles et fils du département.
Qu'est-ce qu'une marionnette? Qu'est-ce que l'art de la marionnette en général? Et comment se porte cet art ici en Côte d'Ivoire? Le fondateur de la compagnie Ivoire Marionnette nous a rejoint. Bonsoir Badrissa Soro. Bonsoir madame. Alors vous êtes marionnettiste professionnel. Dites-nous d'où est partie une telle aventure et surtout comment est-ce qu'on en arrive à ce niveau? Il faut dire que j'ai été formé au village Kiyimbok. Voilà. Et après ma formation au village Kiyi, je suis allé au Togo, aller apprendre d'autres techniques auprès d'un maître marionnettiste du nord de Danaï Kalamfaye, où j'ai appris la technique de marionnette à fil. Ensuite, au Mali. Et au Mali, j'ai appris la technique des marionnettes géantes. Et quand je suis rentré, voilà, je voulais m'exprimer. Parce que là, il fallait maintenant se structurer et s'exprimer aussi. C'est ainsi que j'ai fait appel à un ami, un frère qui est styliste, Koro Suleiman, le sous-directeur de la compagnie. Et j'ai fait aussi appel à une chorégraphe, Gwali Rachel, et une seconde qui est Kwasi Désiré. Ensemble, nous avons posé les bases de la compagnie Ivoire Marionnette. Nous étions 4 au départ. La compagnie Ivoire Marionnette, nous allons en parler. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de marionnettes à fil, de marionnettes géantes. Nous allons aussi y revenir. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à la marionnette? D'où vous est venue cette idée? La marionnette, il faut dire que la marionnette, c'est la somme de tous les arts. Voilà. La marionnette fait appel au modélage, à la sculpture, à la danse, à la peinture. Et la marionnette, la marionnette est une médiation riche. Nous pouvons utiliser la marionnette pour éduquer, pour sensibiliser. Voilà. Moi, au départ, je voulais chanter. Je suis venu et je voulais me former à la chanson. Et je n'étais pas bon chanteur. Et on m'a proposé la marionnette. On m'a dit non, voilà un terrain qui est neutre où tu as de la place à prendre. Il y a de la place à prendre en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas beaucoup de marionnettistes. Or, le domaine de la danse est saturé. Le domaine du chant est saturé. Or, avec les marionnettes, si tu es bien formé, tu pourras quand même occuper une grande place. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous arrivez à occuper cette place. Voilà. D'accord, vous parliez donc de différents types de marionnettes. Voilà. Quels sont les différents aspects que comprend ce art? D'accord. D'abord, nous allons définir une marionnette. Une marionnette est une figurine articulée ou non articulée, actionnée par quelqu'un qui lui fait jouer un rôle dans un spectacle comparable à une représentation théâtrale. Nous avons plusieurs types de marionnettes. Nous avons des marionnettes à fil, des marionnettes à tige, des marionnettes à gaine, des marionnettes géantes, des marionnettes habitables. Ce sont des marionnettes où le manipulateur est à l'intérieur. Voilà. Nous avons le bunraku, qui est une technique japonaise. Nous avons aussi le théâtre d'ombre. Voilà, le théâtre d'ombre, les ombres chinoises, c'est une technique qui nous vient de Chine. Voilà. Et toutes ces techniques sont vraiment, on va dire, sont extraordinaires. Donc, la marionnette, c'est un monde vraiment qui est beaucoup riche. Et nous, à Ivoire Marionnette, nous avons décidé vraiment de donner la formation. Nous avons initié un projet de formation intitulé Académie Ivoire Marionnette. Pour valoriser un peu cet art-là, pour valoriser, pour pérenniser vraiment l'art de la marionnette en Côte d'Ivoire. Parce que nous étions à Nice, nous sommes rentrés avec une médaille d'or. Nous avons positionné la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale de la marionnette. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de marionnettistes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transmettre, il faut donner la formation. Donc nous avons pensé à vraiment initier un projet de formation. D'accord, alors nous allons revenir sur la formation. Vous parlez donc des médailles que vous avez obtenues. Oui. Nous en voyons d'ailleurs 2 à votre cou. Nous voyons un prix d'excellence. Vous avez remporté en dernière position la médaille d'or aux Jeux de la francophonie d'Abidjan. Nous allons donc suivre le reportage réalisé par Sita Soro sur ce sujet et on se retrouve tout juste après. Des marionnettes géantes à l'espace Canal au Bois de Trècheville. C'est une des disciplines en compétition à ces 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017. Le spectacle qu'elles présentent fascine tout le public. En plus de les amuser par leurs apparences, ces marionnettes géantes véhiculent également des messages. L'Académie Ivoire Marionnette de la Côte d'Ivoire a présenté une pièce dénommée La Boule Bleue. Une mise en scène qui n'a pas laissé le public indifférent. Ah, vous étiez ouvert et vous ne disiez rien.
le monde en paix. Ce spectacle, on voulait représenter une boule bleue qui représente la Terre, qui est aussi un globe, et d'où le nom du spectacle, la boule bleue. Et sur cette boule bleue, au départ, les hommes ne s'entendaient pas, ils se chamaillaient, et lassés de toutes ces chamailleries, et ces organes ont décidé de se réunir pour donner une langue à ces hommes, pour qu'il y ait la solidarité malgré les différences. L'Académie Ivoire Marionnette a été médaillée d'or au 7e jeu de la francophonie à Nice en 2013. Selon le fondateur de cette académie, ce métier nourrit son nom. Nous, on peut confirmer que ce métier nourrit son nom. L'art de la marionnette nourrit son nom. Aujourd'hui, nous, on s'habille en marionnette. Tout ce qu'on porte, c'est la marionnette qui nous donne. On a un véhicule, c'est la marionnette qui nous a fait avoir ça. Donc, cet art nourrit son nom. Outre l'Académie Ivoire Marionnette, était aussi en compétition la compagnie Mamessi du Cameroun, la compagnie Nama du Mali et le collectif Pi du Canada. C'était une adaptation de l'histoire de Pi, plus connue sous la traduction l'Odyssée de Pi. Peut-être vous avez vu le film, oui. Alors c'est un auteur canadien qui s'appelle Yann Martel. C'est son roman. Alors on est parti de ça pour adapter et en faire une courte pièce, le plus schématisée possible de cette histoire. Au résultat final, c'est la Côte d'Ivoire qui remporte la médaille d'or avec l'Académie Ivoire Marionnette, comme elle l'a souhaité. Voilà, nous allons commencer par vous féliciter. 2 médailles d'or aux Jeux de la francophonie, 7e jeu à Nice, 8e jeu à Abidjan. En 2013, vous avez remporté le prix au concours ONG UNESCO. Vous avez aussi un prix d'excellence pour les arts vivants de l'État de Côte d'Ivoire avec l'ASCAD. Oui. Dites-nous, quel est le travail qui se fait en amont? Comment vous êtes arrivé à glaner tous ces lauriers aujourd'hui? Bon, il faut dire que c'est le travail. Le travail, quand vous êtes à fond dans le travail, et ça finit par payer. Voilà, nous, à l'Académie, nous dormons marionnettes, nous mangeons marionnettes, nous nous coiffons marionnettes, nous nous habillons marionnettes. Voilà, tout le monde est sur le site et tout le monde, le matin, se retrouve à l'atelier. De l'atelier, nous sommes sur la scène et vraiment, nous sommes à fond. Et c'est ce qui finit par payer, au fait. D'où vient l'inspiration pour les histoires que vous mettez en scène? Nous avons vu tout à l'heure que vous étiez en train de mettre en scène la Terre par une grosse boule bleue pour donner un message. D'où est-ce que vous vient cette inspiration? Il faut dire qu'aujourd'hui, le monde de la marionnette est à la recherche de nouvelles formes. Voilà, nous, quand on dit marionnette aujourd'hui, on a tendance à voir des marionnettes humaines, des grandes marionnettes humaines dans la rue en train de déambuler. Et ces marionnettes-là, tout le monde en fait. Voilà. Donc, pour se démarquer des autres, il faut vraiment il faut innover. Il faut innover. Et nous, à Ivoire Marionnette, nous sommes dans une dynamique de recherche de nouvelles formes. Voilà, et c'est ce qui nous distingue des autres compagnies. Des autres compagnies, voilà. D'accord. Nous vous retrouverons certainement pour des démonstrations, on va dire, vivantes de vos différentes marionnettes. Mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Nous allons vous remercier, M. Vadrissa Soro, fondateur de la compagnie Ivoire Marionnette. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Très, très bon week-end à tous. Merci.